On est quelque part entre 1989 et 1997. Le Club Dorothée passe à la télé, j'ai entre 0 et 8 ans, et à cette époque je suis à fond dans les histoires de la mythologie grecque. Il y a un paquet de dessins animés à ce moment, mais pratiquement le seul que je retienne c'est les Chevaliers du Zodiaque, Saint Seiya pour les puristes. Peut-être que tout le monde voit de quoi il s'agit, mais sinon en gros ça consiste en une bande d'adolescents surhumains qui défendent une jeune femme constamment enlevée par des méchants de plus en plus méchants. Ils tirent leur pouvoir des constellations d'étoiles, ils ont des super armures et des attaques de folie, et la jeune femme en question est la déesse Athéna, protectrice de la Terre face à ses collègues du panthéon grec. Et nordique, mais c'était pas dans le manga d'origine donc bon. Je me suis beaucoup projetée dans ce dessin animé. Il y avait ce délire de puissance qui parlait beaucoup à une enfant comme moi, qui rêvait d'être physiquement forte et de pouvoir lancer la poussière de diamants à la récré. Ce délire de volonté plus forte que tout, qui te ramène d'entre les morts autant de fois que nécessaire pour sauver tes amis et le monde. Ce délire de te sacrifier pour une cause juste qui te dépasse. Bien sûr, des dizaines d'histoires sont comme ça. Mais pour une raison ou une autre, c'est une de celles qui, petite, m'a le plus marquée. Je crois que je préférais les Chevaliers du Zodiaque à Dragon Ball, parce que je trouvais Dragon Ball laid. Ici, j'aimais les yeux et cheveux de filles des héros, j'aimais leurs traits et corps plus délicats. J'aimais les capes au vent et les armures brillantes. J'aurais peut-être aimé Sailor Moon à l'époque, mais les dessins animés davantage destinés aux filles n'avaient pas bonne réputation à la maison. J'étais élevée avec des garçons, et j'aimais la bagarre, la souffrance morale et physique des persos, le sang et la sueur. Je voulais être l'un d'eux. La série a participé à durablement imprimer en moi l'idée de dépassement de soi, de quand on veut, on peut. Pour le meilleur et pour le pire, car évidemment j'ai aussi appris que la volonté ne fait pas tout, et que je n'ai jamais réussi à lancer la poussière de diamant. Mais ça va, parce que je n'ai pas non plus eu à affronter Hadès et la fin du monde. Par contre, j'ai un peu trop tendance à me sacrifier dans le boulot. On a l'héroïsme qu'on peut. Malheureusement, si cette série m'a appris qu'on peut tomber amoureuse de personnages animés, elle m'a appris aussi qu'être une fille, c'est super nul. Les filles dans les Chevaliers du Zodiaque sont une catastrophe, et déjà ça me sautait aux yeux à l'époque. Comment ça se fait qu'Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse, soit réduite à cette caricature cruche de demoiselle en détresse dont la seule action est de prier pour le salut de ses chevaliers? Et je parle même pas du reste du casting féminin, largement faible et à la marge. Bref, la série me disait que je voulais être chevalière, mais que je ne pourrais pas parce que je suis une fille et que les filles c'est assez nul. Je ne voulais pas être une fille. C'est dimanche soir, quelque part entre 1994 et 2002. C'est mon moment préféré, le moment de grâce avant d'aller se coucher parce que demain il y a école, le moment de sa cartoon. Pour les plus jeunes, sa cartoon était diffusée sur Canal+, de 86 à 2009, et présentée par Philippe Dana, en solo pour la période qui m'a concernée. Son émission nous montrait des classiques de l'animation, nés dans les années 40 et 50, 60 et 70 aussi, les courts-métrages des studios Warner, Disney, Hanna-Barbera, Fleischer, Walter Lantz, la MGM, etc. C'est la première fois que j'ai réalisé que l'animation pouvait être pour tout le monde. Tout le monde était devant sa cartoon le dimanche soir, et tout le monde riait aux mêmes blagues, sans distinction d'âge ni de genre, des blagues pourtant déjà vieilles de plusieurs décennies. Et ce que Bugs Bunny, Bip Bip et Tom et Jerry m'apprennent, c'est que animation, humour et rythme ne font qu'un. Et aussi, que les petits peuvent triompher des grands. Je ne crois pas que les créateurs de ces classiques cherchaient spécialement à penser comme un enfant. Mais il y a quelque chose de jouissif pour un enfant de voir des personnages impertinents casser la figure ou filouter ceux qui, a priori, ont l'avantage sur eux. Bugs, Jerry et Bip Bip échappent à leurs prédateurs par leur ingéniosité et leur agilité. C'est la revanche des petits et des faibles. Je voulais être Bugs Bunny. Paradoxalement, les cartoons classiques m'ont aussi appris la pitié et la cruauté. Qui n'a pas souhaité que les efforts de ce pauvre ville-coyote soient un jour récompensés et qu'il attrape ce fichu oiseau moqueur? Qui n'a pas ressenti la douleur de Tom aux mains de cette affreuse souris surviolente? Qui n'a pas voulu étrangler cette horrible canarie à sa mémé et réconforter ce pauvre chat des rues affamé? Les classiques me font rire de la cruauté, de la violence, de la souffrance et de l'humiliation, et brouillent mes définitions de victime et oppresseur.
On se souvient de cet agresseur sexuel de Pépé le Putois. On est en 2000, j'ai 11 ans. Princesse Mononoke sort en France, 2 ans après Mulan, que Mononoke prédate néanmoins d'1 an au Japon. J'ai bien aimé Mulan à l'époque, mais sans plus. Je passe à côté de cette héroïne, trop propre. C'est avec une cousine que je vais voir Mononoke. On est entre filles et sans adultes, et ça pour moi c'est une première. C'est aussi le premier Miyazaki que je vois, et un sacré choc. Je passe quelques jours perturbés par des sangliers couverts de verre, vomissant du sang noir épais, par des membres tranchés, par une tête coupée de loup qui bouge toute seule, et enchantée par un récit de fantaisie dont je suis tout à fait capable d'apprécier la beauté formelle. Mononoke a certainement essayé de m'apprendre des choses sur l'écologie et le respect de l'environnement. Je ne peux pas dire que c'est ce que j'en ai retenu. À l'époque, je suis avant tout marquée par la complexité des thèmes et des personnages, aucun n'étant défini par une simple appartenance à un camp du bien et un camp du mal. Nous sommes tous ambigus moralement, et il est si difficile de parvenir à des compromis, mais si nécessaire. Surtout, mon attention est focalisée sur San, la princesse Mononoke. Cette belle jeune femme, la bouche couverte de sang, qui regarde le spectateur d'un air de défi, un poignard à la main. Quelque chose de jamais vu pour moi. Elle est rapide, forte, agressive, en colère, sauvage. Elle ne pardonne pas tout et ne souhaite pas suivre le prince à la fin. Et ce qu'il y a de mieux avec ce film, ce n'est pas seulement qu'il me donne pour la première fois un personnage féminin qui m'inspire, mais qu'il m'en donne un deuxième. Dame Eboshi, une meneuse qui sort les femmes de la prostitution et donne travail et dignité aux lépreux. Dame Eboshi et son agenda politique, qui pour protéger son village, détruit la forêt et abat des dieux. Le monde vient de changer pour moi. Pour la première fois, c'est génial d'être une fille. Pour la première fois, je me dis que ça m'est possible d'être l'héroïne, la princesse, la chef, la guerrière et l'amoureuse tout à la fois. C'est pas étonnant que Mononoke soit mon Miyazaki préféré. Il y a plein d'autres œuvres d'animation qui m'ont appris ou confirmé des trucs, ou qui m'ont simplement laissé une marque. Les 3 que j'ai cités ici ne sont pas forcément mes préférés, mais peut-être sont-elles les plus charnières. Jeune femme, j'ai redécouvert les Disney, notamment les Disney de princesse, et me suis un peu réconciliée peut-être avec une vision possible de la féminité que j'avais longtemps rejetée. Il y a eu aussi les œuvres qui m'ont appris que les parents ne sont pas éternels, que le monde est cruel et injuste, que nous ne sommes que les relations éphémères que nous tissons et les responsabilités que nous voulons bien prendre. Il y a eu celles qui m'ont dit que c'est ok de laisser l'enfance derrière soi, parce qu'elle peut être retrouvée. Et je n'aborde même pas toutes celles qui m'ont appris la mise en scène, la narration, la comédie, le dialogue, le montage, la composition, et toutes ces choses qui sont aujourd'hui le milieu dans lequel j'évolue. Amélie Nothomb a écrit une phrase que j'aime bien. Je lis comme je mange. Ça ne signifie pas seulement que j'en ai besoin, ça signifie surtout que ça entre dans mes composantes et que ça les modifie. Nous sommes ce que nous consommons. L'animation est juste un type de nourriture. Lessons Animation Taught Us est une série de vidéos lancée par l'émission Movies with Mikey de la chaîne Film Joy, qui a invité tous les cinéastes le souhaitant à contribuer au sujet. L'idée m'amusait, et vu le nom de ma chaîne, je me voyais mal passer à côté. J'espère que ma participation vous aura plu et intéressé, et vous invite à mon tour à partager ce que l'animation vous a appris.